Bien, bonsoir à toutes et à tous, et merci tout d'abord pour votre présence massive ce soir, si j'en crois les chiffres qui s'affichent sur mon écran, puisque vous êtes près de 500 personnes à nous suivre ce soir à l'occasion de cette visioconférence consacrée à la parution du numéro 120 de la Revue internationale stratégique, Ça marche un pas. numéro qui marque les Demande à 30 Paul. ans de la Revue internationale et stratégique, tout comme les prochains mois seront également ceux des 30 ans de l'IRIS. Un numéro que j'ai choisi de consacrer à cette question d'un duel Chine-États-Unis et pour lequel, une fois n'est pas coutume, nous avons choisi de faire appel uniquement aux ressources internes de l'IRIS autour d'une déclinaison bien sûr non exhaustive de sujets thématiques et géographiques autour desquels cette compétition trouve désormais à s'articuler. Vous pouvez dès aujourd'hui retrouver ce numéro en librairie. Vous pouvez également vous le procurer via le site internet de l'IRIS. Et pour celles et ceux d'entre vous qui auraient accès à la plateforme Kern grâce à leur institution, vous pouvez également retrouver les articles sur ce site. Pour celles et ceux qui malheureusement n'y auraient pas accès, il vous est toujours possible d'acheter des articles à l'unité sur cette plateforme. Je remercie également nos contributeurs et contributrices, dont plusieurs nous font l'amitié de leur présence ce soir. Pascal Boniface, qui est avec nous uniquement en audio pour le moment, peut-être qu'il apparaîtra un peu plus tard. Pascal Boniface, qui donc est directeur de l'IRIS, qui a piloté la réalisation de ce dossier et qui signe l'introduction, un texte que là encore, vous pouvez vous retrouver sur Kern en libre accès, qui doit normalement aussi figurer dans les documents qui doivent normalement s'afficher dans la fenêtre relative à cet événement qui doit figurer sur votre écran. Barthélémy Courmont, ensuite, qui est directeur de recherche à l'IRIS, maître de conférence à l'Université catholique de Lille, qui, pour sa part, signe un papier dans ce dossier sur les conséquences que produit cette rivalité entre les États-Unis et la Chine en Asie. Carole Gomez, ensuite, qui est directrice de recherche à l'IRIS, qui, dans un papier avec Estelle Brun, étudie cette opposition à travers les diplomaties sportives respectives de ces deux États. Édouard Simon, qui est également directeur de recherche à l'IRIS, qui pour sa part s'est concentré sur les implications pour l'Europe de cette rivalité sino-états-unienne avec une Union européenne qui se trouve un peu renvoyée au rôle qu'elle entend désormais jouer sur la scène internationale. Et enfin, Julie Attas, qui est chercheuse à l'IRIS et qui, avec Bastien Alex, s'est intéressée à la manière dont la Chine a pu profiter un peu des espaces laissés libres par les États-Unis pour s'imposer sur un certain nombre de sujets relatifs à l'environnement et au climat. Je rappelle également que vous pouvez à tout moment poser vos questions par écrit, que je tenterai dans la mesure du possible de transmettre à nos intervenants dans une seconde partie. Je précise aussi que Pascal Boniface va nous quitter un peu plus tôt que prévu et que donc vous pouvez d'ores et déjà lui poser vos questions. J'essaierai dans la mesure du possible de lui transmettre. Pour ma part, je ne serai pas plus long parce que vous le voyez, le menu est désormais bien riche. Mais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, et comme il s'agit de 30 ans de la revue, j'aurais aimé que Pascal Boniface puisse revenir un peu sur la genèse de cette publication à l'IRIS, et puis peut-être plus largement sur le rôle que peuvent revêtir de telles publications dans les débats intellectuels. Et peut-être une question également sur laquelle pourra revenir Barthélémy Courmont, qui dispose également d'une expérience certaine dans la matière. Pascal, oui, bonsoir Marc, bonsoir à tous. Alors j'ai un problème technique où je suis qui me permet de m'exprimer, de vous entendre, mais pas de vous voir ou d'être vu. Mais effectivement, les revues, c'est quand même un moment important dans la réflexion intellectuelle. On est un pays de revues, la France a une tradition de revues extrêmement importante et les revues, c'est plutôt le temps long par rapport à l'actualité immédiate. C'est à la fois le temps long et le débat. Et le débat de fond, le débat argumenté, puisqu'il y a de l'espace, qu'on est moins tenu par l'espace ou par le temps que dans les médias de réaction immédiate, ils sont complémentaires, et dans la mesure aussi où la revue est quelque chose qui permet
de pouvoir développer les arguments. C'est un débat de confrontation et c'est donc un moment extrêmement important. Alors, on a beaucoup parlé des revues parce que l'une des revues les plus importantes dans le paysage éditorial français, le débat. Nous avons un petit problème technique, je crois. Pascal, je ne sais pas si vous entendez, nous, on ne vous entend plus a priori. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres participants non plus. Barthélémy, je te laisse la parole en attendant de peut-être pouvoir retrouver Pascal. Oui, merci beaucoup Marc. Bonsoir à tous. Alors, pour peut-être abonder dans le sens de Pascal et insister sur l'importance des revues en général dans le paysage intellectuel français et de la revue internationale et stratégique dans le cas de l'IRIS, il convient déjà de pointer du doigt le fait que la création de l'IRIS a à peu près coïncidé avec la création de cette revue. Donc, c'est vraiment un des piliers historiques des activités de l'IRIS, au même titre que l'année stratégique. Pour ma part, j'ai une expérience de 20 ans maintenant à l'IRIS, donc j'ai vu évoluer, j'ai vu grandir cette revue et j'ai pu surtout mesurer tout au long de ces années l'importance de ce type de support, ce qui effectivement se retrouve encore notamment aujourd'hui avec le nombre important de participants à cet événement. Et puis, je crois que derrière la dimension recherche qui est mise en avant à la fois par l'IRIS et puis par tous ceux qui vont contribuer, et ils sont nombreux à cette revue depuis maintenant 30 ans, eh bien, on va retrouver cette volonté de suivre l'actualité, mais de prendre un petit peu de recul. Et c'est exactement, je crois, ce que l'on retrouve dans le dossier qui est présenté ce soir, où l'idée n'est pas de rester uniquement dans une question qui est bien évidemment très actuelle, cette relation sino-américaine et puis la manière avec laquelle elle va être agitée par les uns et les autres, mais d'essayer de prendre un petit peu de hauteur et de voir effectivement quels sont les points les plus sensibles d'une part, mais aussi et peut-être surtout quelles sont les attentes de part et d'autre pour les années prochaines. Donc, je crois qu'il y a là effectivement la démonstration de l'utilité de ce type de support. D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on a retrouvé Pascal. Moi, je vous vois, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, on vous entend très bien. Bon, alors je ne sais pas où est-ce que ça a été, à partir de quel moment ça a été coupé, mais je parlais de l'importance des revues dans le débat intellectuel en déplorant la fin du débat, mais en disant que effectivement, malheureusement, les décideurs, c'est Olivier Mongin qui me disait un jour auparavant, beaucoup de parlementaires lisaient notre revue, l'Esprit, et maintenant ce n'est plus le cas. Et effectivement, on voit bien quand on discute un peu avec beaucoup d'élus, ils ont moins le goût et moins le temps un peu long de la documentation, de la revue. Et donc, il y a une menace sur l'existence à long terme des revues. C'est pour cela que, notamment, merci Marc du travail que tu fais, nous tenons à l'IRIS de garder cet espace de réflexion, cet espace de temps long. Et quand on regarde la collection de maintenant 120 numéros de la revue, il y a des sujets qui ont été abordés au fur et à mesure des années, dans lesquels on peut se replonger pour voir un peu comment les choses ont évolué. Mais ça fait quand même ça fait un corpus, ça fait une bibliothèque, ça fait une masse de réflexion. Et chaque trimestre, eh bien, on essaye d'offrir à nos lecteurs, à nos adhérents, à nos abonnés, un espace de réflexion sur le temps long et qui essaye un peu de prendre un peu de recul sur les événements. Et donc, je dirais que recul sur les événements et confrontation d'idées, ce sont un peu les deux jambes sur lesquelles marchent les revues et il est nécessaire que cette tradition se maintienne et bien sûr, ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Les sites internet, les billets d'humeur, les réactions rapides sont intéressantes, mais il manquerait quelque chose si les revues venaient à disparaître. Fort heureusement, celle de l'IRIS se porte bien, aussi bien dans sa version papier que dans sa version électronique. Et donc, je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui s'y abonnent, tous ceux qui consultent les articles sur Cairn. Et merci Marc pour le très bon travail que tu fais pour que les articles soient rendus à l'heure et que la publication soit que l'on fasse bien nos 4 numéros chaque année.
D'accord. Alors, pour rentrer à présent dans le cœur de notre sujet, est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi précisément vous avez choisi de traiter ce sujet d'un duel entre la Chine et les États-Unis, précisément à l'occasion des 30 ans de la revue? Bah, on cherchait un peu une idée qui marque. Quand même, 30 ans, on se dit on ne peut pas faire un numéro normal. Aucun numéro de la revue n'est normal. Ils sont tous exceptionnels. Mais il fallait qu'on trouve quelque chose qui soit encore plus exceptionnel que l'habituel exceptionnel. Et donc, quel est le sujet qui va marquer les années à venir? On voit bien que le duel qui se prépare ou qui est déjà en cours en réalité entre Pékin et Washington, c'est le sujet. Ça a été un peu le sujet de cette année. On a beaucoup parlé de la crise du Covid-19, qui est le sujet de l'année, à travers le prisme de la lutte que se livrent Chinois et Américains. Et l'élection de Joe Biden et le départ de Trump de programmer de la Maison-Blanche ne changera pas les choses. L'arrivée de Joe Biden va changer beaucoup de choses. Ah, je crois qu'on a de nouveau perdu Pascal. Si c'est pareil chez les autres participants. Dans la politique américaine, pas tout, mais elle va changer beaucoup de choses. Mais je crois qu'il y a malheureusement quelques petits problèmes de réseau. Pascal, est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô, oui. Oui. Bon, on vous entend maintenant. Il y a d'autres régimes autoritaires qui ne subissent pas les mêmes foudres que les États-Unis, mais là, en fait, on voit bien que c'est la montée en puissance. Et tout simplement, le fait que la Chine, à terme, va dépasser les États-Unis. Et c'est ça qui crée une angoisse très profonde aux États-Unis. Et donc, on a voulu, dans ce numéro de cette revue, étudier les multiples facettes, tous les aspects de la rivalité entre ces deux géants du XXIe siècle. D'accord. Alors, on parle beaucoup de nouvelles guerres froides pour caractériser cette compétition de puissance. Qu'est-ce que vous inspire ce terme? Alors, ça y ressemble parce qu'il y a les deux premières puissances mondiales qui se confrontent. Ça y ressemble parce qu'il y a beaucoup d'accusations verbales, d'insultes même qui sont versées. Et ça y ressemble parce qu'il n'y a pas de conflit militaire. Mais c'est donc ça a le goût de la guerre froide, ça a l'odeur de la guerre froide, mais ce n'est pas la guerre froide parce que la Chine n'est pas à la tête d'une coalition internationale, que l'opposition, que c'est pas vraiment que le but de la Chine n'est pas de renverser le système américain comme était le but de l'Union soviétique. Le but de la Chine, c'est de prendre la première place. Et sauf qu'elle est en train de le faire puisque au plus fort de la guerre froide, au plus fort de sa montée en puissance, l'URSS ne faisait que 40% du PIB américain, alors que d'ores et déjà, la Chine fait 70% du PIB américain. Donc c'est une rivalité classique entre deux puissances qui veulent être la première puissance mondiale. D'accord. Je me tourne à présent vers Barthélémy Courmont qui, pour sa part, qualifie cette compétition de puissance entre les États-Unis et la Chine. Pas dans le papier de cette revue, mais dans des papiers qu'il a signés précédemment dans la revue internationale et stratégique, de soft war. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pourriez caractériser ce terme que vous employez? Un petit mot juste avant de répondre à cette question sur le fait que on aurait pu effectivement même établir un lien entre la création de la revue internationale et stratégique et toute son évolution depuis 30 ans et l'évolution de la relation entre la Chine et les États-Unis. Et ce qui me frappe, moi, en lisant les différents papiers qui sont les contributions à ce dossier, eh bien, c'est justement le fait qu'on a là des tendances qui s'inscrivent dans le temps long et qui sont tout simplement l'époque qui nous caractérise, cette époque post-guerre froide, comme la qualifient certains, qui est de fait marquée par cette compétition grandissante entre la Chine et les États-Unis. Alors effectivement, aujourd'hui de nouvelles guerres froides. Moi, j'abonde tout à fait dans le sens de ce que Pascal Boniface vient de dire sur le fait que pour toutes les raisons qu'il a évoquées, ce n'est pas une guerre froide ou ce n'est pas exactement la même chose que la guerre froide. Je préfère effectivement l'intitulé de soft war qui correspond davantage à la volonté d'influencer d'autres acteurs sur la scène internationale et les capacités d'influence sont évidemment multiples. On a une référence ici évidente au soft power qui avait été conceptualisé par
à la fin des années 1980. Et donc, cette volonté de séduire un petit peu d'autres acteurs, de jouer notamment sur la culture. Et on sait à quel point la Chine a pu s'emparer de son soft power, a même d'ailleurs officialisé une stratégie de soft power il y a maintenant plusieurs années. Donc, on a deux puissances qui sont rivales sur ce point, ce qui, par exemple, n'était absolument pas le cas de l'Union soviétique. L'Union soviétique ne disposait pas d'un soft power et c'était précisément l'un de ses principaux handicaps. Par ailleurs, on va retrouver dans ces soft power une volonté de se servir de l'économie comme un levier d'influence. D'ailleurs, Ney avait en son temps décrit l'économie pas tout à fait comme du soft power, puisque eh bien, ça répondait à d'autres dynamiques et il mettait notamment en avant les problèmes qui étaient liés à la coercion menée par l'économie et notamment les politiques de sanctions. Ce que l'on voit très nettement aujourd'hui, non seulement avec la Belt and Road Initiative chinoise, mais aussi avec les projets américains. Je pense notamment à la stratégie du pivot de Barack Obama vers l'Asie, sur laquelle on va sans doute revenir. Eh bien, ce sont des volontés d'essayer de se servir de l'économie pour reconnecter les pays entre eux et donc reformer, sinon des blocs, puisqu'on n'est pas effectivement dans des logiques de blocs, en tout cas des connexions fortes qui vont être marquées par un leadership et par une forme d'hégémon. Donc les softwares, c'est ça. Et de fait, je pense que ça répond davantage à la logique qui est celle de cette compétition, qui est une compétition féroce, qui est une compétition multidimensionnelle, mais qui n'est pas effectivement une opposition entre deux systèmes différents, tels que c'était le cas pendant la guerre froide. Alors oui, on voit bien ces différents qualificatifs sont intimement liés à la question du rattrapage de la Chine vis-à-vis des États-Unis. J'aimerais me tourner à nouveau vers Pascal Boniface, tant qu'il est avec nous. En quoi la pandémie de Covid-19 accélère-t-elle ce rattrapage en 2020, Pascal Boniface? Ah. Avons-nous de nouveau perdu Pascal? Pascal, est-ce que vous nous entendez? Je crois malheureusement que non. Eh bien donc, comme nous étions sur le terrain de l'Asie, qui est bien évidemment le terrain tout naturel de cette confrontation, en tout cas le premier terrain de confrontation entre les États-Unis et la Chine. Je me retourne à nouveau vers toi, Barthélémy. Comment tu expliques l'affirmation de la Chine en Asie, au détriment bien évidemment des États-Unis, dans une région où elle est pourtant plutôt perçue de manière négative? C'est effectivement tout le paradoxe de la Chine à l'heure actuelle. Si on regarde notamment les données du Pew Research Center qui sont tout à fait utiles pour analyser les perceptions des grandes puissances dans un certain nombre de régions, on constate qu'à échelle internationale, la Chine dispose d'un capital sympathie qui est plutôt conséquent et qui est d'ailleurs assez intéressant à observer quand on le compare avec la perception que nous avons de la Chine dans les sociétés occidentales, dans les pays démocratiques, où cette perception reste très négative et très fortement attachée à la nature du régime chinois. En Asie, contrairement à l'Afrique subsaharienne, contrairement à l'Amérique latine, contrairement au Moyen-Orient, l'image de la Chine est souvent marquée par une forme d'inquiétude de la part de ses voisins, une inquiétude qui est liée tout simplement à un risque d'hégémon, à un risque d'expansionnisme même parfois chinois. Et puis, ça rappelle pour certains de mauvais souvenirs. On peut penser au cas du Vietnam, on pense au Japon, on pense à des petits pays comme la Mongolie, le Laos, qui sont très dépendants de la Chine et qui s'inquiètent tout simplement de voir apparaître une forme de néo-vassalité. Donc, il y a là effectivement des résistances qui sont importantes dans les opinions publiques de ces différents pays, que ce soit des démocraties ou des régimes autoritaires d'ailleurs, il n'y a pas véritablement de distinction. Alors bien sûr, tous les pays asiatiques ne sont pas au même niveau de ce point de vue. Il y a, je dirais, une acceptation de la Chine qui va être variable. Et puis je rappelle par ailleurs qu'on a dans certains pays asiatiques une diaspora chinoise très importante,
qui va servir de relais aussi à cette montée en puissance chinoise. En Asie du Sud-Est, par exemple, vous avez certains pays dans lesquels la diaspora chinoise va être une véritable passerelle entre la Chine et ces différents pays. Alors pourquoi est-ce que malgré tout ça marche? Pourquoi est-ce que la Chine effectivement s'affirme dans cette région en dépit de ses résistances? Eh bien, je crois qu'il faut pointer du doigt tout simplement le grand pragmatisme de ces États. Alors d'abord des dirigeants qui effectivement parfois vont être un petit peu en déconnexion avec leurs opinions publiques pour rejoindre les projets chinois là où on sent des résistances dans les opinions publiques. On peut mentionner actuellement le cas de Rodrigo Duterte aux Philippines, où d'ailleurs Duterte est contraint de manière assez régulière à avoir des discours très anti-chinois tout en tendant la main à Pékin de manière permanente, ce qui montre bien ce grand écart un petit peu entre la volonté de rester populaire et puis le besoin de s'arrimer à la Chine. C'est une tendance qu'on va retrouver chez beaucoup de pays de la région, y compris d'ailleurs le Japon. Et puis effectivement, on a compris, je crois, du côté de ces sociétés, et là je regarde plutôt les élites économiques ou les acteurs de l'économie, eh bien qu'il y a une dynamique de croissance et que cette dynamique de croissance est bien évidemment portée actuellement par la dynamique qui est celle de la Chine. Et donc on suit tout simplement ce train de la croissance qui est très important depuis maintenant une trentaine d'années. Et je crois que le symbole peut-être le plus flagrant de ce pragmatisme et de cette volonté de ne pas laisser passer les opportunités qui se présentent, eh bien c'est ce que l'on a vu il y a maintenant un peu moins d'un mois, la signature du RCEP, le Regional Comprehensive Economic Partnership, qui est tout simplement le plus grand accord de libre-échange qui n'a jamais été signé, dans lequel on retrouve 15 États, les 10 États de l'ASEAN, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, et puis l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc des États qui, pour beaucoup d'entre eux, ont parfois une grande inquiétude exprimée vis-à-vis de la montée en puissance chinoise, mais qui vont malgré tout se rallier à la Chine sur ce type d'initiative parce qu'ils voient tout simplement des intérêts et des intérêts importants. Et je pense que le fait de voir figurer le Japon dans un accord comme celui-ci est extrêmement révélateur de ce pragmatisme asiatique. Et dans la continuité de ce que tu décris, comment certains pays asiatiques peuvent être finalement amenés à utiliser cette opposition grandissante entre les États-Unis et la Chine dans le sens de leurs propres intérêts? Alors, ce qu'on avait constaté, surtout à l'époque de l'administration Obama, mais je pense qu'il est très utile aujourd'hui de regarder ce qui a été fait pendant les années Obama, puisqu'une partie de l'équipe Obama revient au pouvoir à partir de janvier prochain. Donc, on va voir si nous n'assistons pas tout simplement à la troisième administration Obama, hein, on pourrait presque la qualifier ainsi. On va évidemment, côté asiatique, regarder ce qui a été fait dans cette fameuse stratégie du pivot. Dès son arrivée au pouvoir, Barack Obama part du principe que le cœur de l'activité mondiale se situe désormais en Asie orientale et il remarque par ailleurs, c'est un constat plutôt juste, que les États-Unis ont progressivement perdu du terrain au profit de la Chine. Donc, il met en place une politique de repositionnement américain dans cette zone, un repositionnement qui va être à la fois stratégique, avec un certain nombre d'accords qui vont soit être renouvelés, soit signés avec plusieurs pays asiatiques, mais qui va évidemment être aussi économique. Je pense notamment au traité transpacifique, le partenariat transpacifique qui sera l'une des principales œuvres de Barack Obama, une œuvre que Donald Trump va démanteler dès son arrivée au pouvoir en janvier 2017. Mais on avait compris que les États-Unis souhaitaient à nouveau jouer un rôle dans cette région et comme je vous disais, il est fort probable que l'administration Biden essaye à nouveau de reprendre ce qui avait été entrepris par l'administration Obama. Alors, du côté de ces pays asiatiques, il est très intéressant de voir effectivement la réception de cet intérêt que manifestaient les États-Unis et on constate notamment là encore un très grand pragmatisme, à savoir le fait qu'on refuse coûte que coûte d'entrer dans une logique de confrontation bilatérale entre Pékin et Washington. Et donc, on refuse de faire un choix qui est un choix clair en faveur de l'un ou de l'autre. Et on a véritablement le sentiment à l'époque de l'administration Obama que les pays asiatiques vont se servir de cette volonté des États-Unis de se repositionner dans la région pour tout simplement disposer de leviers dans leurs relations avec Pékin. C'est notamment le cas des pays d'Asie du Sud-Est qui vont effectivement accepter
je dirais, l'offre américaine dans son intégralité, mais certainement pas pour tourner le dos à Pékin, puisque dans le même temps, on va continuer à avancer dans une multitude d'initiatives avec Pékin. Mais ça va permettre tout simplement à ces pays qui sont bien évidemment moins puissants que la Chine de disposer d'arguments, de disposer d'un plan B, si on pourrait le dire ainsi, pour dire simplement à leurs interlocuteurs chinois, attention, on accepte de vous suivre, mais ça ne signifie pas et ça ne signifiera jamais que nous reconnaissons un leadership chinois et que nous allons adhérer à une forme de modèle chinois, puisque nous disposons malgré tout d'un partenariat fort avec les États-Unis. Donc c'est ça qui me semblait très intéressant à l'époque pendant cette administration Obama. Alors l'administration Trump a été très différente puisqu'on a vu que le président américain a voulu changer un petit peu la donne dans la relation avec Pékin, et ça s'est d'ailleurs fait au détriment de l'image des États-Unis dans les différents pays asiatiques où clairement ils se sont sentis, on peut le dire ainsi, orphelins de Washington pendant 4 ans. Mais comme je le disais, ce qui va être intéressant avec l'administration Biden, c'est de voir dans quelle mesure les États-Unis vont essayer de reprendre position en Asie, et notamment en Asie du Sud-Est, puisque l'Asie du Nord-Est, c'est un cas un petit peu différent. Le Japon et la Corée du Sud sont des partenaires, je dirais, fiables de Washington. Mais l'Asie du Sud-Est, avec notamment cette stratégie indo-pacifique dont on parle beaucoup depuis maintenant 2 ou 3 ans, est évidemment au cœur des intentions américaines. Et il va être très intéressant de voir comment est-ce que les pays de la région vont à nouveau essayer de se servir tout simplement de cette offre multiple qui se présente à eux. Merci beaucoup, Barthélémy. Malheureusement, je pense que nous avons définitivement perdu Pascal pour ce soir. Donc, je vais me tourner sans plus tarder vers Julia, puisqu'il y a un autre espace qui est apparu de manière assez flagrante au cours des dernières années, espace au sein duquel la Chine a pu profiter des retraits et autres déboires des États-Unis pour s'affirmer davantage. C'est la question des négociations climatiques. Julia, est-ce que tu peux nous expliquer simplement, ce n'est pas simple évidemment, mais est-ce que tu peux nous expliquer brièvement d'où vient la montée en puissance de la Chine dans les négociations climatiques internationales et puis finalement comment elle a pu s'affirmer comme un leader à la faveur des espaces laissés libres par les États-Unis? Oui, alors bon, déjà, c'est vrai que cette affirmation, comme tu le soulignes, Marc, a été accélérée par le retrait de Donald Trump de l'accord de Paris, mais les racines de ce leadership sont bien plus anciennes. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans le cadre, à la suite du sommet de la Terre à Rio en 1992, la Convention cadre sur le changement climatique des Nations Unies est mise en place. C'est celle qui conduit les COP, dont la COP 21, dont on a beaucoup parlé en France, donc les conférences des parties à cette convention. Et dès le début, les États-Unis sont classifiés comme pays développés ayant déjà émis des gaz à effet de serre. Et donc, ils vont être contraints, comme beaucoup de pays développés, à réduire leurs émissions, alors que la Chine, elle, parce qu'elle est considérée comme un pays en développement qui n'a pas beaucoup émis de gaz à effet de serre, va rejoindre le groupe des pays qui peuvent émettre sans avoir à réduire ses émissions sur le long terme. Et c'est une position que la Chine va essayer de tenir le plus longtemps possible, malgré évidemment une croissance économique très importante et des émissions qui suivent, c'est-à-dire de plus en plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est avec ça en tête que, avec la peur finalement, avec la crainte de rentrer dans le cadre des pays développés et donc des pays qui doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, que la Chine propose, avant la COP de Copenhague, de passer à un autre système, qui n'est pas un système top-down, donc au sein duquel on oblige les pays à réduire leurs émissions, mais bottom-up, c'est-à-dire un système au sein duquel les pays proposent tout seuls de réduire leurs émissions, et c'est eux qui décident des objectifs qu'ils se posent. L'idée pour la Chine, évidemment, c'est qu'elle espère pouvoir ainsi continuer à émettre un peu plus que ce qu'elle aurait pu émettre si on l'avait contrainte. Et à ce moment-là, c'est l'administration Obama aux États-Unis qui voit cette nouvelle proposition d'un œil plutôt favorable parce que l'ancien système plus contraignant ne fonctionne pas et qui soutient cette idée. Et donc,
dès Copenhague, il y a déjà un peu la formation de deux grands leaders qui vont être force de proposition de ce nouveau système qui va être de fait adopté pendant la COP 21, donc à la COP 21 à Paris. Et donc la Chine s'est positionnée dès la COP à Copenhague comme une force de proposition, un moteur. Ça suit avec l'accord de Paris, puisque juste avant l'accord de Paris, la Chine et les États-Unis s'accordent autour de chiffres et d'objectifs et vont en fait pousser le reste des pays à adopter ce nouveau système. Et quand Donald Trump se retire de l'accord de Paris, la Chine reste là, dans cette position de moteur, et peut donc s'imposer ou imposer cette nouvelle, ce nouveau paradigme au reste des pays. Et en fait, c'est ce qu'il faut souligner plus globalement en dehors des négociations climatiques, c'est que Donald Trump porte le message du nationalisme, d'un retrait, d'un retour sur les affaires américaines, et ça va permettre à la Chine de se positionner comme un moteur du multilatéralisme. Et dans ce cadre-là, la gouvernance climatique est évidemment une très belle vitrine pour la Chine, puisque ça lui permet de montrer qu'elle est dans le dialogue, dans la confiance mutuelle qui est au cœur du procédé de l'accord de Paris, et dans le fait d'avancer ensemble autour d'un même objectif. Donc c'est finalement, ça va être graduel, mais le retrait des États-Unis de l'accord de Paris a accéléré très fortement cette nouvelle position chinoise. Et comment, puisqu'il s'agit d'un des points qui est développé dans l'article, comment ce que tu décris là se décline également dans le cadre de la gouvernance internationale liée aux questions relatives à la biodiversité? Oui, c'est l'objet de la seconde partie de l'article, puisque la biodiversité prend aujourd'hui une place croissante au sein des discussions internationales. Jusqu'à présent, c'était le climat qui était au cœur des discussions et des dialogues. On se rend compte que, en fait, pour survivre, l'homme a non seulement besoin d'une planète avec un climat stable, mais aussi d'une biodiversité qui ne soit pas en extinction, et que de nombreux secteurs économiques se reposent entièrement sur une biodiversité en bon état. Et donc, c'est un sujet qui monte, et c'est une autre occasion pour la Chine de montrer une fois de plus sa bonne volonté. Puisqu'il y a une convention qui est l'équivalente pour la biodiversité de la convention climat dont je vous parlais auparavant, qui est la convention pour la diversité biologique. Et les États-Unis sont les seuls à ne pas l'avoir signée. Donc ça offre à la Chine un terrain rêvé pour pousser un peu plus les sujets environnementaux. Alors, elle est légitime à parler de biodiversité puisqu'elle a un territoire assez conséquent avec beaucoup de paysages différents, et on estime qu'elle héberge entre 10 et 14% de la biodiversité mondiale. Donc, elle est et avec de nombreux espaces protégés. Donc, elle porte ce message en s'appuyant sur ces faits. Elle a aussi proposé d'accueillir, alors ça devait se tenir en 2020, ça aura lieu en 2021, la COP 15 de la Convention pour la diversité biologique, qui est un peu l'équivalent de la COP 21 en termes d'importance dans les négociations. Donc c'est une COP clé en fait pour adopter des mécanismes de protection de la biodiversité, et elle aura lieu à Kunming dans l'ouest de la Chine en octobre 2021. Et donc, ça fait des années maintenant que la Chine œuvre diplomatiquement pour que cette conférence soit un succès, en allant voir les pays un à un et en leur proposant des solutions pour arriver à un accord assez ambitieux en termes de protection de biodiversité. Là encore, finalement, le contexte lui a permis de se positionner, puisque les États-Unis ne cherchent pas vraiment à défendre une position. Alors, Joe Biden pourrait changer les choses, puisque dans son programme, il soutient un objectif de 30%
de surface protégée d'ici 2030, qui est un objectif justement relatif à cette convention-là. Donc il va peut-être essayer de revenir sur la scène biodiversité, mais pour l'instant, en tout cas, c'est la Chine qui mène la danse entre les deux. Et qui s'appuie aussi en interne sur une popularité, puisqu'il y a tout un concept de civilisation écologique en Chine sur laquelle elle peut s'appuyer pour porter le message biodiversité. Et je vais peut-être apporter juste une nuance à tout ça, c'est que la crise Covid peut avoir des bons et des mauvais effets. L'effet positif, c'est qu'on s'est rendu compte que la biodiversité est indispensable et qu'il faut la protéger et éviter les contacts trop fréquents entre humains et espèces sauvages. L'aspect négatif, c'est que c'est quand même associé à un trafic d'espèces en Chine ou à une consommation d'espèces sauvages en Chine qui peut faire tâche sur les ambitions chinoises de protéger la biodiversité quand on voit les flux d'ivoire, par exemple, ou de peau ou d'os de tigre qui sont des espèces protégées et qui alimentent le marché asiatique et notamment le marché chinois. Merci beaucoup, Julia. Tu as mentionné l'élection de Joe Biden et ce que ça pourrait changer. Cette élection a été largement perçue, en tout cas dans beaucoup de chancelleries européennes, comme un soulagement, ce qui me permet de me tourner vers Édouard Simon. Sur la façon dont l'Europe peut répondre à ce duel entre les États-Unis et la Chine. Et finalement, est-ce que l'Union européenne est en mesure d'affirmer une autre vision du monde que celle de ce duel proprement dit? Et au-delà de ça, en quoi est-ce difficile pour elle de se positionner dans un tel ordre international multipolaire? Merci beaucoup. Et effectivement, c'est la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que le paradigme de ce duel sino-américain est le seul paradigme possible pour les relations internationales au XXIe siècle? On a l'impression qu'il écrase tout le monde et très clairement, ce paradigme, cette division du monde entre Américains et Chinois d'un côté et de l'autre, ça ne fait pas l'affaire des Européens qui sont attachés pour plusieurs raisons, mais notamment parce que c'est dans leur intérêt au système multilatéral tel qu'il a été conçu depuis 1945. Or, il y a clairement aujourd'hui cette petite musique qui monte, surtout aux États-Unis, comme quoi finalement l'affrontement entre Chine et États-Unis, c'est l'affrontement entre un ordre international libéral et un ordre international qui serait autoritaire et révisionniste. Or, cette vision manichéenne des choses, très clairement, elle ne fait pas du tout l'affaire des Européens parce que la relation des Européens à la Chine est beaucoup plus complexe que cette vision manichéenne du monde. Mais ce qui est intéressant et ce qui est problématique pour les Européens, c'est que cet affrontement entre Chine et États-Unis s'inscrit dans un contexte de marginalisation relative du multilatéralisme. Or, le multilatéralisme, c'est clairement le système, la vision du monde qui correspond le mieux aux Européens, d'une part parce que c'est une culture politique qui est très proche de la culture politique européenne, qui est basée sur des négociations complexes à de nombreux partenaires. D'autre part, parce que objectivement, c'est une vision du monde et un fonctionnement du monde de l'ordre international qui avantage les Européens, et ce pour deux raisons. D'une part, les institutions et les règles telles qu'elles ont été créées accordent aujourd'hui, disons, un avantage compétitif aux Européens en leur laissant une place, notamment dans les institutions, qui est plus importante que leur poids réel dans l'ordre international et qui pourrait le rester si on ne réforme pas ces institutions. D'autre part, parce que, encore une fois, le multilatéralisme, c'est le temps long. Et le temps long, c'est le temps qui convient à la fabrique de l'intérêt européen. L'intérêt européen, il se définit à 27, ça prend longtemps, c'est difficile, c'est long. Eh bien, ça se marie bien avec un système multilatéral dans lequel l'intérêt à 200 et quelques met du temps aussi à se former. Donc,
clairement, les Européens auraient intérêt à promouvoir une vision du multilatéralisme, disons, renouvelée, et il faut bien reconnaître qu'ils peinent à le faire et que globalement, quand les Européens parlent d'un monde multilatéral, c'est souvent assez creux et c'est un peu la réponse toute faite à tous les problèmes qu'ils ont. Et il y a un manque aujourd'hui de renouvellement, me semble-t-il, dans la pensée des Européens du multilatéralisme qui va poser problème. Ce qui va poser problème aussi dans un monde, enfin, ce qui pose problème d'autant plus que finalement, si on ne renouvelle pas profondément la pensée sur le multilatéralisme, il y a peu de chances que ce soit le paradigme qui va structurer les relations internationales au XXIe siècle. Et donc, est-ce qu'on va nécessairement vers un paradigme Chine-États-Unis? Peut-être pas. Il y a une troisième voie qui serait possible, ce serait celui d'un monde multipolaire. Et finalement, les Européens ont commencé à intégrer cette problématique. Ils commencent à parler d'un monde multipolaire avec des règles multilatérales, même si en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, il y a cette volonté d'être un pôle, et pour être un pôle, c'est être un pôle de puissance. Et donc, ça va imposer aux Européens à se repenser complètement dans la mondialisation, dans le monde, dans l'ordre international, puisque comme le dit très bien Jean-Claude Juncker, l'Europe reste encore majoritairement une puissance qui s'ignore. D'accord, et dans ce que tu décris là, quel sens revêt selon toi la notion d'autonomie stratégique? À la fois d'une part peut-être s'agissant de la dépendance à l'égard des États-Unis, mais aussi plus largement peut-être de la vision géopolitique de l'Union européenne. Alors clairement, c'est clair que l'autonomie stratégique européenne, c'est devenu ce mot d'ordre politique au niveau européen qui vient concrétiser cette obligation qui est faite aux Européens de se définir comme une puissance au XXIe siècle et comme de se définir comme une puissance au niveau international, comme un acteur global. C'est un mot d'ordre qui s'est imposé à partir de 2013, mais très clairement à partir de 2016. Et clairement, le duel sino-américain, sino-états-unien, a valeur de test pour ce projet d'autonomie stratégique européenne. En soi, quand l'Europe doit se positionner par rapport à ce duel sino-américain, il n'y a pas grand sens à parler d'équidistance stratégique comme le font certains commentateurs. Je veux dire, on ne part pas de rien. L'Europe a une relation stratégique très forte avec les États-Unis, notamment parce que les États-Unis assurent encore aujourd'hui, au moins pour partie, la sécurité du continent européen. Et donc, il y a cette relation privilégiée entre les États-Unis et l'Europe. Donc, il ne serait pas question d'avoir exactement la même relation avec les États-Unis et avec la Chine, mais la question qui se pose pour les Européens, c'est est-ce qu'ils sont capables de développer une politique vis-à-vis de la Chine qui soit différente de celle des États-Unis? Et ça, très clairement, c'est un enjeu qui est majeur pour les Européens parce que, encore une fois, la relation des Européens à la Chine est complexe et dans le sens très riche et plus riche que ne le voudrait typiquement la vision manichéenne des États-Unis. On a vu récemment, alors et on verra si ce projet survit avec la nouvelle administration Biden, mais en tout cas l'administration Trump avait pour objectif de découpler l'économie américaine de l'économie chinoise. Ça ne fait aucun sens pour les Européens. On se souvient souvent de la communication stratégique qui a été produite par l'Union européenne l'année dernière, dans laquelle ce dont on se souvient beaucoup, c'est du fait que la Chine était qualifiée de rivale systémique. Et donc, ça a beaucoup fait parler, il y a eu beaucoup de réactions, y compris de la part des Chinois qui ont été plutôt surpris de l'utilisation de ce type de vocabulaire par les Européens. Cela étant, ce qu'on oublie généralement, c'est que dans la même phrase, les Chinois sont qualifiés de partenaires de négociation, de partenaires importants sur un certain nombre de dossiers, et on l'a bien vu sur la question climatique, et Julia l'a rappelé encore tout à l'heure, mais aussi de concurrents. Ce qui montre bien que la relation des Européens avec la Chine
est infiniment plus complexe que juste cet affrontement pour la première place de puissance, puisque nous, c'est pas du tout notre champ de bataille. Pour autant, il risque d'y avoir toujours chez les Américains cette tentation de voir les alliés européens s'aligner de manière systématique sur la position américaine. Parce que c'est normal dans l'esprit américain. C'est normal. Les alliés des États-Unis ont vocation à s'allier sur les positions américaines et sur les intérêts américains. Donc, clairement, la relation avec la Chine, ça va être un test très fort pour cette volonté qui a été affirmée, à plus forte raison par la commission d'Ursula von der Leyen, de devenir un véritable acteur géopolitique, une véritable puissance. Merci beaucoup, Edouard. Alors, il y a un dernier terrain dont on va parler ce soir, un dernier terrain sur lequel l'opposition entre la Chine et les États-Unis se déploie, et un terrain qui a une caisse de résonance médiatique toute particulière, c'est celui du sport, puisque la Chine et les États-Unis mènent tous deux une diplomatie sportive particulière qui leur est propre. Et c'est l'objet de l'article que tu signes avec Estelle Brun, Carole. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi les approches chinoises et américaines diffèrent en la matière ? Merci, merci Marc. Effectivement, dans ce papier que je signe avec Estelle Brun, chercheuse à l'IRIS, l'idée était vraiment d'analyser comment est-ce que ces deux diplomaties sportives se rencontrent, se concurrencent, mais surtout quels étaient les points de ressemblance et les points de divergence. Ce qui me paraît particulièrement important peut-être de rappeler en premier lieu, c'est de rappeler à quel point les diplomaties sportives peuvent être différentes. Il y a des objectifs différents, il y a des moyens de mise en œuvre qui sont différents. Et dans le cas qui nous intéresse particulièrement, ce qui me semble important de rappeler, c'est au final qu'il y a une prise en compte, cette compréhension que le sport peut être une caisse de résonance particulière qui est prise à peu près en même temps. Au tournant de la Seconde Guerre mondiale, il y a une vraie réflexion à partir de ce moment-là. Et donc, on va voir chacun de son côté le développement d'une propre diplomatie sportive. Alors, évidemment, les États-Unis seront en pleine guerre froide, opposés à l'URSS et utiliseront le sport pour se confronter à l'URSS, alors que la Chine, quant à elle, va plutôt partir sur une logique qui va être au départ très tournée vers l'intérieur pour ensuite apparaître au grand jour. Sur les moyens qui vont être mis en œuvre, au final, on retrouve un peu les mêmes éléments. Il va y avoir l'accueil de grands événements sportifs qui va très tôt être mis en œuvre par les États-Unis et très rapidement, au tournant des années 2000, par la Chine. On a évidemment en tête les Jeux olympiques et paralympiques de Pékin en 2008. Notons aussi que ce sujet a particulièrement, on va dire, une actualité toute particulière aujourd'hui avec les futurs Jeux olympiques et paralympiques d'hiver cette fois, toujours de Pékin, ce qui veut dire ce qui place aussi la Chine dans une position tout à fait spécifique, Pékin sera la seule ville à accueillir en l'espace de 15 ans des Jeux olympiques et paralympiques d'été et d'hiver. Donc, ce qui montre aussi à quel point il y a eu une vraie montée en puissance de Pékin sur ce sujet. Au final, je l'ai dit, il y a cette organisation de grands événements sportifs, il y a le sponsoring avec l'utilisation, la mobilisation de certaines marques pour venir être présentes sur un certain nombre de grands événements sportifs. Mais il y a aussi, et c'est ça qui me semble particulièrement important, la question de la performance. Dès le début de la structuration de la diplomatie sportive américaine, au tournant des années 1947, il va évidemment y avoir une vraie valorisation de la performance au niveau des États-Unis. L'histoire américaine et du sport est assez longue et donc il va y avoir systématiquement une volonté de performer sur les différents terrains de sport au plus haut niveau, mais également au niveau plus, on va dire, du terrain et du niveau amateur, alors qu'au niveau de la Chine, on va vraiment découvrir à quel point le sport peut être un vecteur, une caisse de résonance toute particulière avec les Jeux d'Helsinki en 1952 où au début les responsables chinois ne savent pas trop comment se comporter en 1949, donc au moment de l'indépendance de la Chine face à ce phénomène-là. Et donc c'est un peu par hasard qu'ils arrivent à accepter
de participer à ce méga événement sportif à l'époque, et ils prennent conscience de l'importance et de l'impact que leur présence et leur performance peuvent avoir. Et donc, si au regard de différentes problématiques et difficultés est différent avec le CIO, notamment sur la question de Taïwan, il se retire pendant de très nombreuses années des grandes compétitions sportives. Il va vraiment y avoir le développement d'une doctrine au sein du pays chinois qui s'appelle le Zhuotizi, pardonnerez la prononciation douteuse, et qui fait vraiment référence à tout mettre absolument tous les efforts de la nation et de la population au profit au profit de l'élite pour arriver à performer sur la scène internationale. Et donc, on va vraiment avoir une montée en puissance de la part de la Chine sur cet élément-là. Et donc, absolument, notamment sur la question des Jeux olympiques et paralympiques, alors qu'ils étaient absents pendant une trentaine d'années et qu'ils n'ont véritablement fait leur apparition qu'en 1984 sur la scène olympique, on se retrouve avec des résultats exceptionnels, des records absolument fabuleux, et surtout une capacité à concurrencer les principales puissances de l'époque, l'URSS, certains pays d'Europe et évidemment les États-Unis. Et donc il y a vraiment cet élément-là. Et donc si je devais synthétiser peut-être ma pensée, à la fois aux États-Unis, il y a les usages traditionnels des diplomaties sportives, avec aussi dans l'idée d'appuyer sur quelque chose qui est fondateur dans leur perception, qui est de la théorie de conquérir le cœur et les esprits par le sport. Et ça passe par l'envoi d'ambassadeurs, de sportifs ambassadeurs, le développement de camps d'entraînement dans différents pays, en utilisant le sport comme étant un levier, et qui va de pair avec des performances, alors que d'un point de vue chinois, c'est une diplomatie qui a mis peut-être plus longtemps à se mettre en place, mais qui aujourd'hui fait marque de toute sa grandeur et de toute sa puissance, alors que l'on n'avait pas forcément vu ce concurrent-là arriver aussi vite et tutoyer les sommets de façon aussi rapide. D'accord, merci beaucoup. Il y a justement deux des principaux outils dont disposent ces deux pays dans leur rapport au monde, que sont d'une part le projet de nouvelle route de la soie pour la Chine et d'autre part l'extraterritorialité du droit pour les États-Unis, qui comprennent un volet sportif également assez méconnu. Est-ce que tu peux nous détailler quelques exemples? Oui, alors c'est aussi ça qui montre à quel point le sport est devenu un vrai et fait partie intégrante des relations internationales, et pris réellement comme un outil de politique étrangère, comme du soft power à part entière. Dans le cas de la Chine, effectivement, la Belt and Road Initiative a un volet sportif, mais qui, là encore, n'est pas forcément récent. C'est aggloméré, s'est développé, s'est étendu, notamment sur le territoire africain, avec des partenariats qui ont été menés avec un certain nombre de clubs, mais également de fédérations et également de pays, pour construire des infrastructures. Et on peut penser notamment à la question de ce que la Chine a développé depuis les années 1960, avec ce qu'on a appelé la diplomatie des stades. Il est assez intéressant de noter, c'était un rapport qui avait été publié en 2010 par Play the Game, et qui expliquait que 52 stades sur le territoire africain avaient été construits entre 1960 et 2010, et de façon encore plus récente, alors que le Gabon avait accueilli la Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 4 enceintes sportives, les 4 stades présents au Gabon, 3 entièrement avaient été construits et financés par la Chine, donc au travers de différents partenariats win-win. Donc là encore, on voit aussi à quel point, et plus largement, et je pense que Barthélémy ne me détrompera pas, à quel point la BRI infuse dans absolument tous les éléments et toutes les façons d'entretenir des relations bilatérales ou multilatérales. Dans le cas des États-Unis, ce qui est assez intéressant, c'est justement ce recours à l'extraterritorialité de la loi américaine, qu'on a bien connu en France à travers un certain nombre d'exemples. On peut penser à BNP Paribas, on peut penser à Alstom également, et qui, depuis quelques années maintenant, commence à investir le milieu du sport, et particulièrement avec une actualité particulièrement chaude,
avec la ratification par Donald Trump du Rodchenkov Act, qui permet aux États-Unis de venir enquêter et poursuivre des personnes impliquées dans des affaires de dopage, alors même que ces personnes ne seraient pas américaines ou des infractions auraient été commises sur un autre territoire que celui des États-Unis. Donc ça montre à quel point il y a aussi une volonté de venir imposer par le droit une vision du monde, une vision des choses. Et là encore, ça me paraît particulièrement intéressant puisque cette utilisation du droit et de l'extraterritorialité des lois américaines va complètement à l'encontre des différentes constructions qu'il y a pu avoir au cours de la lutte contre le dopage, par exemple, puisque Rodchenkov Act a vraiment cet objectif-là. Et donc, c'est une vraie négation, une vraie remise en cause de cette approche multilatérale pour, au contraire, devenir les gendarmes du monde, ou du moins les gendarmes de la lutte contre le dopage, à distribuer les bons points et les mauvais points. Donc là encore, c'est quelque chose qui est tout frais, ça a été signé cette semaine. Reste à savoir comment est-ce que le monde du sport va réagir, reste à savoir comment les autres grands acteurs, les grandes puissances étatiques du monde du sport vont réagir pour savoir si on continue dans cette remise en cause profonde de la multilatéralité ou au contraire, est-ce que on laisse les intérêts politiques unilatéraux prendre la main sur des sujets ô combien importants et ô combien stratégiques que peuvent être la lutte contre le dopage, par exemple. Merci beaucoup, Carole. Alors, il y a énormément de questions sur le chat en ligne. Je vais tenter de les synthétiser au mieux, mais vous me pardonnerez par avance de ne pas pouvoir toutes les poser. Une première, alors on a beaucoup de questions sur évidemment la lutte contre le changement climatique. Je me tourne évidemment vers Julia. Est-ce que finalement cette compétition de puissance entre les États-Unis et la Chine pour devenir la première puissance mondiale est compatible peut-elle être compatible avec la lutte contre le changement climatique? Alors, il y a une annonce qui a été un peu surprenante, ou enfin en tout cas qui a été anticipée par rapport à ce qui était prévu. C'est celle de la Chine en septembre dernier à l'Assemblée des Nations Unies, qui a annoncé ses objectifs de neutralité carbone pour 2060, ce qui est quand même assez ambitieux pour un pays qui émet qui émet autant et qui se base sur des énergies comme le charbon en grande partie. Cette ambition, en fait, implique notamment que la Chine en tout cas sorte du charbon assez tôt si elle veut arriver à atteindre ses objectifs. Ce que ça révèle, c'est que les Chinois ont sans doute compris l'intérêt de la transition énergétique et de se placer comme leader de la transition énergétique. Aujourd'hui, il y a certaines zones et certains types de véhicules qui sont entièrement électriques en Chine c'est quasiment obligatoire. Ils sont des producteurs de panneaux solaires très importants. Ils ont tout intérêt à ce que la transition énergétique non seulement s'applique sur leur propre territoire, mais globalement s'accélère puisqu'ils exportent beaucoup des technologies associées. Ils ont aussi investi massivement, les États-Unis aussi, mais la Chine en premier, dans les énergies renouvelables cette année, alors que le pétrole a connu quelques déboires liés à la crise Covid. Donc, ce qu'on peut répondre à cette question, c'est que c'est vrai que la croissance infinie n'est pas compatible avec les limites terrestres, mais que dans l'esprit des deux géants, si on prend Joe Biden, enfin si Joe Biden met en place ce qu'il a prévu dans son programme, il faut accélérer la transition énergétique parce que c'est ça qui va leur permettre de garder un leadership en matière énergétique, en matière d'autonomie, en matière d'indépendance, en matière d'export. Et donc, ils vont chercher à aller toujours plus loin dans cette voie. Et je ne pense pas, moi, à titre personnel, que ça va pouvoir résoudre les problèmes liés au changement climatique. Mais en tout cas, les ambitions qui se posent aujourd'hui ne sont pas incompatibles avec une puissance économique forte.
Merci beaucoup. On a aussi beaucoup de questions sur, évidemment, sur la Belt and Road Initiative et sur Xi Jinping. Donc, tout naturellement, ça revient dans un premier temps à Barthélemy Cormont, et notamment la question de savoir si la Chine ne tente pas désormais d'imposer un certain leadership et un certain modèle de gouvernance au reste du monde. Et puis au-delà de ça, sur la question de savoir si ce qui est aujourd'hui une software pourrait dégénérer en un conflit plus sérieux et plus massif. Plus soft, pas si soft, quoi, si je peux résumer les choses ainsi. Sur la Belt and Road Initiative, je pense qu'il est important de rappeler que l'initiative en tant que telle est lancée par Xi Jinping au début de sa présidence en 2013. C'était à l'occasion d'un discours à Astana, au Kazakhstan. Mais en fait, un petit peu comme à la manière de ce que Carole disait tout à l'heure sur le sport, il faut revenir bien en arrière pour voir les origines de ce type d'initiative. Et en fait, déjà au tout début des années 2000, avec notamment la mise en place des forums Chine-Afrique, et puis les premiers investissements directs de la Chine dans un certain nombre de pays, l'ASEAN en particulier, l'Asie centrale a suivi assez rapidement, et puis d'autres pays se sont ajoutés à la liste, eh bien on a vu que la Chine avait déjà pris la direction de se tourner vers l'international et d'essayer de se connecter davantage tout simplement avec l'international. Donc Xi Jinping n'a fait que remettre en place et formuler quelque chose qui existait déjà. Et c'est d'ailleurs ce que l'on va retrouver de manière assez fréquente dans l'attitude de la Chine, y compris d'ailleurs dans la stratégie de soft power qui existait avant d'être formulée en tant que telle comme une stratégie. Alors effectivement, cette Belt and Road Initiative, elle vient modifier beaucoup de choses dans les rapports avec ces différents pays, et puis elle vient surtout modifier la question de la gouvernance. D'une certaine manière, elle vient bousculer ce qui a fait un petit peu le développement ou les politiques de développement depuis la Seconde Guerre mondiale, à savoir ce que l'on a généralement qualifié de consensus de Washington. C'est un terme qui remonte aux années 1980, qui d'ailleurs était plutôt péjoratif à l'époque, puisqu'il s'adressait aux pays d'Amérique latine en particulier et à l'impact de la mainmise américaine. Mais l'idée était tout simplement d'établir un lien entre les perspectives de développement assurées par des financements du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, mais aussi des grandes puissances, les États-Unis en particulier, le Japon à partir de 1965 avec la Banque asiatique de développement, et puis les différents partenaires européens aussi, bien évidemment, eh bien, c'était d'associer donc ces perspectives de développement à une bonne gouvernance et donc le respect d'un certain nombre de règles, le respect d'un certain nombre de normes qui étaient de fait fortement attachées à ce monde occidental. La Chine bouleverse effectivement un petit peu la chose avec ce slogan. Alors, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, je ne sais plus qui, je crois que c'était Julia, et c'est important de le rappeler, cette fameuse approche win-win, gagnant-gagnant. C'est effectivement ce que les Chinois vont présenter à leurs différents partenaires. Et donc, la question de la gouvernance va tout simplement s'effacer derrière les perspectives de développement et derrière les possibilités d'en tirer des profits très importants à la fois pour la Chine et pour ses différents partenaires. Et donc, ça va évidemment complètement bouleverser le rapport aux institutions internationales que peuvent être le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, et puis ça va être en compétition avec ce consensus de Washington, au point que l'on parle de plus en plus aujourd'hui d'un consensus de Pékin. Donc effectivement, c'est un nouveau modèle. Alors il est important de noter que en dépit des critiques et des inquiétudes qui sont exprimées dans les pays occidentaux, force est de constater que c'est un modèle qui marche plutôt bien dans de nombreuses régions. Si on prend notamment l'exemple de l'Afrique subsaharienne, où la Chine est aujourd'hui le seul pays capable d'organiser des grands forums
qui rassemble l'intégralité des États africains et auquel participent une grande majorité de chefs d'État africains. On retrouve, j'en ai parlé tout à l'heure, le même type de succès au niveau asiatique, avec notamment ce RCEP qui vient d'être signé. On pourrait mentionner aussi évidemment l'Asie centrale, hein, qui est très fortement attachée désormais à ces investissements chinois. Et puis on voit aussi des pays en Amérique latine ou au Moyen-Orient qui sont de plus en plus désireux de rejoindre ce mouvement chinois, cette Belt and Road Initiative, dont effectivement l'objectif n'est pas uniquement de construire des routes, de construire des voies ferrées et puis de connecter un petit peu tout le monde, mais aussi d'apporter un nouveau modèle qui serait tout simplement le modèle de développement de la croissance mondiale. Donc c'est quelque chose qui est un vrai défi pour les puissances occidentales. Alors est-ce que tout cela est si soft que cela? Alors d'abord, un point qui est important, la Belt and Road Initiative, c'est pas nécessairement du soft power, hein, c'est autre chose. C'est un petit peu à la lisière du soft power et des grandes stratégies d'investissement, avec effectivement derrière, et de manière très prononcée, la volonté d'un retour sur investissement. Il est d'ailleurs intéressant de voir dans quelle mesure autant la stratégie de soft power chinois bénéficie d'un très fort soutien des Chinois, qui estiment qu'effectivement c'est un retour naturel des choses, que la Chine a vocation à rayonner sur la scène internationale, que sa culture plurimillénaire impose d'être en position de force dans le monde. En revanche, la Belt and Road Initiative va être fortement critiquée, puisqu'on va s'inquiéter d'un retour sur investissement qui piétine. On va s'inquiéter de voir finalement la Chine investir ailleurs, là où elle aurait peut-être comment dire, davantage à investir à la maison. Et donc, c'est quelque chose qui ne va pas recevoir un soutien général de la population chinoise, y compris d'ailleurs au sein de l'État parti. Donc, il y a une différence qui est quand même très forte de ce point de vue. Évidemment, on se pose la question de savoir si, du fait de la nature de son régime et du fait des moyens que lui offre sa force financière et ses investissements, est-ce que la Chine pratique véritablement du soft power? Et force est de constater que, oui, les limites du soft sont clairement posées. Dès lors, d'une part, qu'on chercherait à s'opposer à la Belt and Road Initiative et au projet chinois. Donc, il y a effectivement des risques pour les pays qui ne suivraient pas cette offre chinoise, peut-être aussi par manque d'opportunités ou par manque d'autres propositions alternatives. Et puis, il y a effectivement derrière aussi des problèmes qui sont liés à une forme de dépendance une fois qu'on a accepté ces capitaux chinois, une fois qu'on a accepté d'être plus proche tout simplement de la Chine. Et donc effectivement, la frontière entre le soft power, la Belt and Road Initiative et quelque chose qui serait davantage du sharp power, comme on le dit désormais aux États-Unis, même si on peut être en désaccord avec cette ligne, eh bien cette frontière n'est pas clairement définie. Et on voit bien que la Chine va avant tout, évidemment, mettre en avant son intérêt national et bien évidemment, la Belt and Road Initiative a, in fine, vocation à affirmer la puissance chinoise sur la scène internationale et à développer et pérenniser, bien évidemment, aussi la croissance chinoise. Je pense notamment à la volonté de désenclaver les provinces qui sont les moins développées actuellement en Chine. Merci beaucoup, Barthélémy. Tu as répondu en partie parce qu'on a des questions sur l'Afrique, mais malheureusement, Caroline Roussy qui signe de manière plus détaillée, bien évidemment, le papier sur la manière dont le duel entre la Chine et les États-Unis se déploie sur le continent africain n'est pas avec nous ce soir, mais je vous invite bien évidemment à lire son papier, tout comme nous avons des questions sur l'Amérique latine et là encore nous avons un papier de Christophe Ventura dans ce dossier qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir. Une question pour Édouard Simon maintenant, parce qu'on a aussi beaucoup de choses sur l'Europe et également sur l'Union européenne et sur l'OTAN, notamment la question de savoir si finalement l'arrivée de Joe Biden au pouvoir aux États-Unis pourrait faire revenir dans le giron des États-Unis les pays européens les plus atlantistes et par là même remettre en cause finalement l'essence même de l'idée d'autonomie stratégique. Et puis plus largement encore, la question de savoir s'il ne faut pas intégrer la question des valeurs et des modèles de société
des Européens dans la relation avec les États-Unis et la Chine? Alors, merci beaucoup. Alors déjà, pour répondre à la première question, effectivement, sur ce que change l'arrivée de Joe Biden pour les Européens d'un point de vue stratégique, globalement, la question que tu me poses, c'est est-ce que l'Allemagne va revenir dans le giron des États-Unis et se dire, OK, est-ce que on revient à une forme de statu quo ex ante et de situation, de relations transatlantiques parfaites et globalement, on n'a pas à s'en faire pour notre sécurité, les États-Unis sont là et c'est à ça que sert l'OTAN et surtout laissons tomber ces velléités de construire une autonomie stratégique européenne. Pourquoi je dis que c'est sur l'Allemagne, à propos de l'Allemagne que peut se poser cette question? Parce que c'est l'Allemagne qui a été visée par Donald Trump principalement au niveau européen. Et je pense que a été un grand traumatisme en Allemagne d'être ainsi montré du doigt. Et il faut bien voir que finalement, il y a quand même toute une partie des Européens, l'Europe centrale et orientale, qui a jamais quitté ce giron américain, atlantiste, et ce qui s'explique très bien, puisque l'adhésion à l'OTAN, pour eux, c'est leur assurance vie. Leur voisinage immédiat, c'est la Russie. Quand vous parlez avec un Estonien ou un Polonais et que vous lui posez la question quelle est la menace principale ou quelles sont les 3 menaces principales pour votre pays, la réponse c'est Russia, Russia, Russia. Donc l'OTAN reste pertinent dans cette appréhension des menaces. Cela étant, l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, c'est clairement des mots rassurants. Cela étant, ça ne va pas fondamentalement changer la donne. Et il me semble que ce qu'on a vu récemment, c'est-à-dire disons, l'échange d'amabilité entre la ministre de la Défense allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer, et le président français à propos de, disons, le côté illusoire de ce projet d'autonomie stratégique européen, ça me semble plutôt révéler qu'il y a eu un basculement à la fois dans l'opinion publique allemande et dans une grande partie de la classe politique allemande, puisqu'en fait, les déclarations d'AKK ont provoqué un tollé en Allemagne. Et ça a provoqué un tollé en Allemagne. Et on a un certain nombre de responsables politiques, que ce soit Heiko Maas, le ministre des Affaires étrangères, mais que ce soit aussi le Parti vert, qui ont pris clairement position en disant mais bien sûr que oui, on a besoin d'avoir une autonomie stratégique européenne. Donc aujourd'hui, le débat sur l'autonomie stratégique européenne, qui était clairement un clivage auparavant entre la France et l'Allemagne, s'est déplacé vers l'Est et est maintenant une problématique, disons, entre Europe occidentale d'un côté, Europe orientale de l'autre. Et donc, l'enjeu sur cette question de l'autonomie stratégique européenne, c'est de réussir à faire que ça soit un projet commun à 27. Cela étant, sur la question de la Chine, ce qui est intéressant de voir, c'est que même un pays comme la Pologne, qui est pourtant un pays qui est extrêmement atlantiste sur les questions de sécurité, va pas se ranger complètement du côté des États-Unis sur la question de la relation avec la Chine. Pour la Pologne, très clairement, la Chine, c'est un relais de croissance formidable pour l'économie polonaise. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la complexité de la relation des Européens avec la Chine vaut également pour l'Europe centrale et orientale. Et clairement, il y a un intérêt, y compris pour la Pologne, y compris pour l'Estonie, à pouvoir tout en assurant bien sûr que les États-Unis ne partent pas du jour au lendemain du continent européen, mais à pouvoir prévoir en fait ceinture et bretelles. Et à ce moment-là, l'autonomie stratégique européenne, ça peut leur permettre, disons, de se donner un peu plus de marge de négociation aussi dans leur relation avec les États-Unis quand on en viendra au dur sur les questions de relations avec la Chine. Merci beaucoup, Edouard. Une question pour Carole à présent, puisque en fait on est dans une forme de lutte pour l'hégémonie sportive internationale. Il y a un certain paradoxe qui fait que ces deux pays sont des nations tout de même relativement faibles s'agissant du sport le plus populaire au monde, à savoir le football.
en tout cas, est-ce que c'est pas un paradoxe? Est-ce que c'est un paradoxe où finalement le fait que ces pays soient plus performants dans les catégories féminines au football peut aussi se percevoir comme une forme de pari sur l'avenir, entre guillemets? Excellente question, Marc Verzeroli. Du coup, pour tenter d'y répondre, effectivement, il faut avoir en tête que, la catégorie faible du football est prise à travers un prisme très, d'une part occidental et d'autre part très masculin, puisque les États-Unis sont multi-médaillés olympiques, multi-médaillés dans le cadre de la Coupe du Monde. Et c'est vraiment un sport dans lequel elles performent, elles influencent, elles ont une vraie aura et je parlais tout à l'heure d'ambassadrices, et là on peut véritablement considérer que ce sont de véritables ambassadrices du football au sein de leur pays, mais également à l'échelle internationale. Ce qui me paraît particulièrement intéressant sur la question du football et de la Chine, il faut là encore avoir en tête que on est non pas dans une politique de court terme avec Xi Jinping, mais au contraire dans une vraie démarche sur le court, moyen et long terme. En 2016, Xi Jinping, qui par ailleurs est fan du club de Manchester City, a lancé un grand plan, une grande stratégie sur le long terme pour le développement du football au sein de son pays. La raison principale de cet élément, elle est double. D'une part, il trouvait intolérable, et je cite ce qu'il dit, il trouvait intolérable que la Chine, compte tenu de sa puissance économique, de sa puissance démographique, de sa puissance en termes de sport en tant que tel, soit un nain footballistique. Et il était aussi assez désagréable qu'il reparte bredouille de compétition et d'opposition vers des pays qui étaient 100 fois, voire 1000 fois inférieurs d'un point de vue de la population. Et donc, il y a vraiment une volonté de poser des jalons et de faire un plan en 3 temps. Premier temps, 2020, mettre tout le monde au football. Il y a eu énormément d'académies de football qui ont été développés, des partenariats avec des grands clubs européens. On peut penser au Real Madrid, on peut penser au FC Barcelone. Il y a eu aussi des positionnements d'entreprises au sein de conseils d'administration d'un certain nombre de clubs européens pour venir, et notamment des clubs européens qui sont particulièrement connus pour leur centre de formation. Et donc l'idée était vraiment de venir dans ces clubs, regarder comment se passe la formation pour capter ce savoir-faire et pour ensuite pouvoir le développer au sein du pays. Première étape, donc 2020, vraiment mettre tout le monde au football. Deuxième étape, l'idée est double. D'une part, de potentiellement accueillir la Coupe du Monde masculine. Alors, l'idée est de le faire vers 2030. À mon avis, ce sera plutôt 2034, tout simplement parce que 2022 est déjà accueilli par le Qatar, et le Qatar appartient à la zone géographique asiatique, et donc il serait étrange d'avoir à 2 intervalles près une Coupe du Monde dans cette zone-là. Et d'autre part, d'apparaître sur la scène régionale footballistique, et donc d'être un peu le leader, la tête de proue des nations asiatiques dans le domaine du football, et donc de concurrencer le Japon ou la Corée du Sud qui ont par ailleurs de plutôt bons résultats dans la compétition masculine. Et dernier objectif, 2050, où là c'est véritablement, alors peut-être pas venir remporter la Coupe du Monde masculine, mais tout du moins arriver à tutoyer les sommets et être en capacité de concurrencer des équipes latino-américaines, européennes, africaines, qui sont extrêmement performantes. Ça avait eu tendance à faire sourire un certain nombre de commentateurs au moment où ça avait été publié, donc en 2016, compte tenu des efforts qui ont été faits et du rythme qui a été imposé. Je ne suis pas sûre qu'il faille prendre cette perspective à la légère. Alors évidemment, les choses vont pouvoir changer. Certaines choses dans le domaine du sport, on sait qu'il y a cette glorieuse incertitude qui fait que rien n'est jamais écrit auparavant, mais il me semble assez sage de penser qu'effectivement la Chine va pouvoir devenir, dans le football pratiqué par les hommes comme dans le football pratiqué par les femmes, de plus en plus influent, et donc ce sera un acteur avec lequel il faudra compter et composer dans les prochaines années. Merci beaucoup, Carole. On a beaucoup parlé au cours de ce débat de la BRI. On a une question qui s'adresse tout naturellement à Julia, j'imagine.
et qui est celle de savoir s'il existe un volet au sein de ces nouvelles routes de la soie consacré à la transition énergétique. Alors, à ma connaissance, il n'y en a pas précisément. Par contre, ces nouvelles routes de la soie sont évidemment des moyens pour l'autorité chinoise, pour le gouvernement chinois, de proposer les technologies qu'ils développent de décarbonation du mix énergétique. Que ce soit, alors on peut prendre ça de façon très large. Il y a quand même la colonne vertébrale des routes de la soie, ça va être à la fois les routes terrestres et les routes maritimes. Donc, que ce soit sur les routes terrestres où les Chinois vont proposer du fret, donc l'installation de réseaux de chemins de fer qui sont moins émetteurs que le transport routier, ou par le maritime, qui est aussi un moyen de transport qui émet moins que la voiture ou le camion. Ces nouvelles routes de la soie permettent à des pays non seulement de se connecter de façon plus étroite à la mondialisation et aux échanges, mais aussi de le faire avec un impact énergétique moindre. Par contre, évidemment, ces nouvelles routes de la soie impliquent la construction de nombreuses infrastructures, donc de nombreuses émissions de gaz à effet de serre liées à la fois à l'acier produit, mais aussi au béton utilisé qui émettent énormément en fait. Et donc ça permet évidemment un développement, mais il n'y a pas d'inclusion de contraintes écologiques et de contraintes environnementales dans ce qui est proposé au sein des routes de la soie. C'est les pays en fait qui accueillent les infrastructures qui vont choisir ou pas souvent de choisir, enfin d'avoir des projets à faible émission carbone. Donc je dirais que ça aide pas vraiment à avoir une réduction des émissions globales. Par contre, ça va peut-être aider à améliorer le transport avec des émissions plus faibles. Merci beaucoup. On arrive au tout dernier tour de questions puisqu'il nous reste relativement peu de temps. Peut-être une question pour Barthélémy sur Taïwan, quant à savoir si cette question se situe toujours au cœur de la rivalité entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Alors évidemment, malheureusement, quelques minutes ne suffiront pas pour parler de la relation interdétroit entre la Chine et Taïwan, et j'aurais grand plaisir à en parler beaucoup plus longuement. Mais on a vu effectivement au cours des dernières années le ton se durcir côté chinois, en particulier depuis 2016 et l'arrivée au pouvoir de Madame Tsai Ing-wen à la présidence de la République de Chine, donc de Taïwan. Elle a été réélue en janvier 2020 pour un second mandat. Ça a été l'occasion, une fois encore, pour Pékin de montrer les crocs et de notamment fuiter sur d'éventuels plans d'attaque qui seraient préparés par les forces armées chinoises. On a vu aussi des manœuvres d'intimidation à répétition, alors à la fois des manœuvres militaires, plusieurs incursions en territoire, dans les eaux territoriales notamment taïwanaises, et puis surtout sur le front diplomatique, la Chine semble avoir étendu son emprise sur les institutions internationales. On a vu très récemment à l'UNESCO notamment des spécialistes taïwanais ou formés à Taïwan qui ont été tout simplement chassés, qui ne bénéficient plus de soutien financier de l'UNESCO, simplement parce que la Chine a exercé des pressions sur cette organisation dans laquelle elle joue un rôle de plus en plus important. On a vu aussi les pressions vis-à-vis de l'Organisation mondiale de la santé, bien évidemment, qui avait d'ailleurs été alertée dès le mois de janvier par Taïwan sur la Covid-19, des informations qui n'avaient pas été écoutées à l'époque par cette organisation. Et puis, on rappelle d'ailleurs au passage que Taïwan a été très performant dans la lutte contre la Covid-19, puisque à ce jour, il n'y a que 7 morts à Taïwan, ce qui est un bilan pour le moins remarquable. Mais effectivement, la Chine a poursuivi
son travail de sape contre Taïwan auprès de cette organisation et a notamment repoussé toutes les demandes d'adhésion de Taïwan qui ont été formulées par les États-Unis, par plusieurs pays européens, par le Japon également. Et donc, on voit bien là aussi qu'on ne transige pas avec la question taïwanaise côté chinois. Et puis enfin, eh bien, on voit, et là aussi, ça va être une des conséquences intéressantes à suivre de cette crise de Covid-19, que Taïwan essaye désormais de jouer d'autres cartes, notamment sa modernité à la fois politique, puisque les indices internationaux placent Taïwan en très bonne position sur les libertés d'expression, sur la liberté de la presse, sur la qualité de vie aussi, y compris sur les questions environnementales. Je pense que Julia pourrait aussi en parler. Donc il y a évidemment une attractivité taïwanaise, il y a d'une certaine manière un soft power taïwanais qui est tout à fait intéressant à l'heure actuelle et qui va évidemment capitaliser sur les résultats face à cette pandémie. Et donc, quelle va être la réponse côté chinois? Est-ce qu'on va s'enfoncer dans une tension? Est-ce qu'on va montrer encore davantage l'écrou pour essayer de rabaisser un petit peu plus Taïwan? Est-ce qu'on va essayer d'user d'autres instruments pour ce faire? Ou est-ce qu'au contraire, on va accepter progressivement une forme de coexistence avec Taïwan? C'est ce qu'on peut évidemment appeler de nos voeux, mais on peut dire effectivement que si les relations sont à la fois très longues et chaotiques, il faut remonter à 1949 pour avoir le début de cette relation difficile entre ces deux entités. Elles étaient bonnes il y a une dizaine d'années, avec notamment un accord cadre de libre-échange qui avait été signé entre les deux entités en 2009, et elles se sont considérablement détériorées depuis 2016, à la responsabilité de Pékin, puisque côté taïwanais, on n'a pas nécessairement jeté de l'huile sur le feu. Donc oui, c'est une question qui est sensible. Xi Jinping en a fait un objectif presque personnel, et donc il va être intéressant de voir quel est le soutien dont il bénéficie à l'intérieur du comité central du parti, à l'intérieur du parti dans son ensemble. Est-ce qu'on va d'une certaine manière le suivre dans cette course en avant sur cette volonté de récupérer Taïwan? C'est évidemment une question à laquelle je n'ai pas à ce jour de réponse. Merci beaucoup, Barthélemy. On a peut-être le temps d'une toute dernière question que j'adresserai à Édouard. Alors, on a une question assez large et qui est celle de savoir si l'Union européenne ne commet pas une erreur en ne cherchant pas à prendre part à cette compétition pour le leadership mondial, mais en a-t-elle seulement les moyens? Mais peut-être de façon plus précise, en regard du pivot américain vers le Pacifique, est-ce qu'il n'y a pas également un effort américain plus récent pour provoquer un certain pivot stratégique vers l'Europe, et c'est notamment en référence à l'initiative OTAN 2030? Oui, alors l'initiative, la récente initiative OTAN 2030, en fait, elle fait plutôt suite aux propos d'Emmanuel Macron sur la mort cérébrale de l'OTAN et en fait, c'est plutôt la suite d'une proposition allemande pour répondre justement aux problèmes que pointait du doigt Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on a assez peu d'éléments sur ce que Joe Biden va proposer aux Européens dans le cadre de cette relation transatlantique. Il y a beaucoup de réflexions qui sont produites par des think tanks européens, par des think tanks américains, par la Commission européenne aussi sur ce que pourrait être un agenda transatlantique positif. Cela étant, ce qui semblerait cohérent, ce serait clairement pas de revenir au statu quo ex ante. C'est que Joe Biden profite de l'immense soulagement et de l'immense espoir que son élection a fait naître dans les chancelleries occidentales pour justement redéfinir un contrat de coexistence dans la relation transatlantique. Et donc, pousse les Européens à faire plus et donc ce qui veut dire en contrepartie que les Américains acceptent d'une certaine façon une certaine autonomisation vis-à-vis des États-Unis. Pas surtout, mais qu'ils acceptent que les Européens fassent plus dans le cadre de l'Union européenne, toujours avec cette idée de bonne coopération avec les Américains,
mais ce serait vraisemblable et assez logique de la part de la nouvelle administration. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question, Marc. Bon, la réflexion n'est jamais totalement épuisée, tu sais, mais en tout cas, merci beaucoup et un grand merci à vous toutes et tous, puisque ce sera le mot de la fin. Nous n'avons malheureusement pas le temps d'aller plus loin. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis également. Vous avez été quelques 500 personnes et on vous remercie grandement pour cela. Et il me reste enfin à remercier toute l'équipe en charge des événements à l'IRIS, donc Delphine Lecomte, Nathalie Moreau et Colline Laroche qui se démènent depuis 6 mois maintenant pour organiser la viabilité de nos événements pendant cette période compliquée. Je remercie enfin ma collègue Julie Hussendo pour son précieux travail de l'ombre sur ce numéro. Et puis enfin, je vous rappelle que la revue qui est ici est disponible depuis ce jour en librairie ainsi que sur le site internet de l'IRIS et sur Kern. Un grand merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci.